Hop, tac. Bonjour, bonjour, bienvenue sur le live où on va poursuivre la lecture du roman de Jules Verne, Le Château des Carpates. Nous en sommes au chapitre 13. Je rappelle vite fait ce qui s'est passé dans les chapitres précédents. Donc c'est un château qui se situe dans la région des Carpates, c'est en Roumanie. Château qu'on pensait abandonné, mais un beau jour, on a vu de la fumée sortir du donjon. On a voulu aller voir, et puis là, il s'est passé des choses étranges. On a vu de la lumière, du bruit. On ne savait pas ce que c'était. Alors, bonjour, bonjour, bonjour Mimi. Cool champion. Donc voilà le château. Et ensuite, ce qui s'est passé dans les derniers chapitres, c'était assez surprenant. Euh, Ils ont vu une femme dans le château, une femme qu'on pensait morte. Finalement, elle n'est pas morte. Et elle serait apparemment prisonnière de l'ancien propriétaire du château. Donc nous en étions là. Et c'est son ancien amoureux de cette dame qui va essayer de la sauver. Salut Lénine. Alors on y va, chapitre 13. Les gens du pays transylvain et les voyageurs qui remontent ou redescendent le col de Vulcan ne connaissent du château des Carpates que son aspect extérieur. À la respectueuse distance où la crainte arrêtait les plus braves du village de Werst et des environs, il ne présente au regard que l'énorme amas de pierre d'un burg en ruine. Mais à l'intérieur de l'enceinte, le burg était-il si délabré qu'on devait le supposer? Non. À l'abri de ses murs solides, les bâtiments restés intacts de la vieille forteresse féodale auraient encore pu loger toute une garnison. Vastes salles voûtées, caves profondes, corridors multiples, cours dont l'empierrement disparaissait sous la haute lisse des herbes, réduits souterrains où n'arrivait jamais la lumière du jour, escaliers dérobés dans l'épaisseur des murs, casemates éclairées par les étroites meurtrières de la courtine. Donjon central à 3 étages, avec appartements suffisamment habitables, couronné d'une plateforme crénelée entre les diverses constructions de l'enceinte. D'interminables couloirs capricieusement enchevêtrés, montant jusqu'au terre-plein des bastions, descendant jusqu'aux entrailles de l'infrastructure, çà et là quelques citernes où se recueillaient les eaux pluviales et dont l'excédent s'écoulait vers le torrent du Miade. Enfin, de longs tunnels non bouchés comme on le croyait, et qui donnaient accès sur la route du col de Vulcan, tel était l'ensemble de ce château des Carpates, dont le plan géométral offrait un système aussi compliqué que ceux des labyrinthes de Porséna, de Lemnos ou de Crète. Tel que Thésée, pour conquérir la fille de Minos, c'était aussi un sentiment intense, irrésistible, qui venait d'attirer le jeune comte à travers les infinis méandres de ce burg. Y trouverait-il le fil d'Ariane qui servit à guider le héros grec? Franz n'avait eu qu'une pensée, pénétrer dans cette enceinte, et il y avait réussi. Peut-être aurait-il dû se faire cette réflexion, à savoir que le pont-levis, relevé jusqu'à ce jour, semblait s'être expressément rabattu pour lui livrer passage. Peut-être aurait-il dû s'inquiéter de ce que la poterne venait de se refermer brusquement derrière lui. Mais il n'y songeait même pas. Il était enfin dans ce château où Rodolphe de Gordes retenait la Stilla, et il sacrifierait sa vie pour arriver jusqu'à elle. Voilà, donc lui, il a réussi à rentrer dans le château, alors que ceux qui ont essayé précédemment n'avaient pas réussi. Donc pour rappel, les personnages, Franz, le comte Franz, c'est l'amoureux de la femme qui est enfermée dans le château. Cette femme s'appelle la Stilla, qu'on croyait morte, et elle est retenue prisonnière par Rodolphe de Gordes, l'ancien propriétaire du château, qu'on croyait mort aussi, et qui lui aussi était amoureux de la Stilla. La galerie dans laquelle Franz s'était élancé, large, haute, à voûte surbaissée,
se trouvait plongé alors au milieu de la plus complète obscurité, et son dallage disjoint ne permettait pas d'y marcher d'un pied sûr. Franz se rapprocha de la paroi de gauche et il la suivit en s'appuyant sur un parement dont la surface salpêtrée s'effritait sous sa main. Il n'entendait aucun bruit, si ce n'est celui de ses pas qui provoquait des résonances lointaines. Un courant tiède, chargé d'un Roland de vétusté, le poussait de dos, comme si quelque appel d'air se fût fait à l'autre extrémité de cette galerie. Salut Fatia. Après avoir dépassé un pilier de pierre qui contrebutait le dernier angle à gauche, Franz se trouva à l'entrée d'un couloir sensiblement plus étroit. Rien qu'en étendant les bras, il en touchait le revêtement. Il s'avança ainsi, le corps penché, tâtonnant du pied et de la main, et cherchant à reconnaître si ce couloir suivait une direction rectiligne. À 200 pas environ à partir du pilier d'angle, Franz sentit que cette direction s'infléchissait vers la gauche pour prendre 50 pas plus loin, un sens absolument contraire. Ce couloir revenait-il vers la courtine du Burg ou ne conduisait-il pas au pied du donjon? Franz essaya d'accélérer sa marche, mais à chaque instant, il était arrêté, soit par un ressaut du sol contre lequel il se heurtait, soit par un angle brusque qui modifiait sa direction. De temps en temps, il rencontrait quelque ouverture, trouvant la paroi qui desservait des ramifications latérales. Mais tout était obscur, insondable, et c'est en vain qu'il cherchait à s'orienter au sein de ce labyrinthe, véritable travail de taupe. Franz dut rebrousser chemin plusieurs fois, reconnaissant qu'il se fourvoyait dans des impasses. Ce qu'il avait à craindre, c'était qu'une trappe mal fermée cédât sous son pied et le précipitât au fond d'une oubliette dont il n'aurait pu se tirer. Aussi, lorsqu'il foulait chaque panneau sonnant le creux, avait-il soin de se soutenir au mur. Mais s'avançant toujours avec une ardeur qui ne lui laissait même pas le loisir de réflexion. Toutefois, puisque Franz n'avait eu encore ni à monter ni à descendre, il se trouvait toujours au niveau des cours intérieures, ménagées entre les divers bâtiments de l'enceinte. Et il y avait chance que ce couloir aboutît au donjon central, à la naissance même de l'escalier. Incontestablement, il devait exister un mode de communication plus direct entre la poterne et les bâtiments du Burg. Oui, et au temps où la famille de Gords l'habitait, il n'était pas nécessaire de s'engager à travers ces interminables passages. Une seconde porte qui faisait face à la poterne, à l'opposé de la première galerie, s'ouvrait sur la place d'armes, au milieu de laquelle s'élevait le donjon. Mais elle était condamnée, et Franz n'avait même pas pu en reconnaître la place. Christophe du Congo. Merci à toi, Christophe. 1 heure s'était passée pendant que le jeune comte allait au hasard des détours, écoutant s'il n'entendait pas quelque bruit lointain, n'osant crier ce nom de la Stilla, que les échos auraient pu répercuter jusqu'aux étages du donjon. Il ne se décourageait point, et il irait tant que la force ne lui manquerait pas, tant qu'un infranchissable obstacle ne l'obligerait pas à s'arrêter. Cependant, sans qu'il s'en rendît compte, Franz était exténué déjà. Depuis son départ de Werth, il n'avait rien mangé. Il souffrait de la faim et de la soif. Son pas n'était plus sûr, ses jambes fléchissaient. Au milieu de cet air humide et chaud qui traversait son vêtement, sa respiration était devenue haletante. Son cœur battait précipitamment. Il devait être près de 9 heures lorsque Franz, en projetant son pied gauche, ne rencontra plus le sol. Il se baissa et sa main sentit une marche en contrebas, puis une seconde. Il y avait là un escalier. Cet escalier s'enfonçait dans les fondations du château, et peut-être n'avait-il pas d'issue. Franz n'hésita pas à le prendre, et il en compta les marches dont le développement suivait une direction oblique par rapport au couloir. 77 marches furent ainsi descendues pour atteindre un second boyau horizontal qui se perdait en de multiples et sombres détours. Franz marcha ainsi l'espace d'une demi-heure, et, brisé de fatigue, il venait de s'arrêter, lorsqu'un point lumineux apparut à 2 ou 3 centaines de pieds en avant. D'où provenait cette lueur? Était-ce simplement quelque phénomène naturel, l'hydrogène d'un feu follet qui se serait enflammé à cette profondeur? N'était-ce pas plutôt un falot porté par une des personnes qui habitaient le bourg, le Burg? Serait-ce elle? Murmura Franz, et il lui revint à la pensée qu'une lumière avait déjà paru
comme pour lui indiquer l'entrée du château, lorsqu'il était égaré entre les roches du plateau d'Orgal. Si c'était la Stilla qui lui avait montré cette lumière à l'une des fenêtres du donjon, n'était-ce pas elle encore qui cherchait à le guider à travers les sinuosités de cette substruction? À peine maître de lui, Franz se courba et regarda sans faire un mouvement. Une clarté diffuse, plutôt qu'un point lumineux, paraissait emplir une sorte d'hypogée à l'extrémité du couloir. Hâter sa marche en rampant, car ses jambes pouvaient à peine le soutenir, c'est à quoi se décida Franz, et après avoir franchi une étroite ouverture, il tomba sur le seuil d'une crypte. Cette crypte, en bon état de conservation, haute d'une douzaine de pieds, se développait circulairement sur un diamètre à peu près égal. Les nervures de sa voûte, que portaient les chapiteaux de 8 piliers ventrus, rayonnaient vers une clé pendentive, au centre de laquelle était enchâssée une ampoule de verre pleine d'une lumière jaunâtre. En face de la porte, établie entre deux des piliers, il existait une autre porte, qui était fermée et dont les gros clous rouillés à leur tête indiquaient la place où s'appliquait l'armature extérieure des verrous. Franz se redressa, se traîna jusqu'à cette seconde porte, chercha à en ébranler les lourds montants. Ses efforts furent inutiles. Quelques meubles délabrés garnissaient la crypte. Ici, un lit, ou plutôt un grabat en vieux cœur de chêne, sur lequel étaient jetés différents objets de literie. Là, un escabeau aux pieds tors. Une table fixée au mur par des tenons de fer. Sur la table se trouvaient divers ustensiles. Un large broc rempli d'eau, un plat contenant un morceau de venaison froide, une grosse miche de pain semblable à du biscuit de mer. Dans un coin murmurait une vasque alimentée par un filet liquide et dont le trop-plein s'écoulait par une perte ménagée à la base de l'un des piliers. Ces dispositions préalablement prises n'indiquaient-elles pas qu'un hôte était attendu dans cette crypte, ou plutôt un prisonnier dans cette prison? Le prisonnier était-il donc Franz, et avait-il été attiré par ruse? On peut craindre que ce soit un piège, et qu'il soit prisonnier dans le château. Dans le désarroi de ses pensées, Franz n'en eut pas même le soupçon. Épuisé par le besoin et la fatigue, il dévora les aliments déposés sur la table. Il se désaltéra avec le contenu du broc, puis il se laissa tomber en travers de ce lit grossier, où un repos de quelques minutes pouvait lui rendre un peu de ses forces. Mais lorsqu'il voulut rassembler ses idées, il lui sembla qu'elles s'échappaient comme une eau que sa main aurait voulu retenir. Devrait-il plutôt attendre le jour pour recommencer ses recherches? Sa volonté était-elle engourdie à ce point qu'il ne fut plus maître de ses actes? Non, se dit-il, je n'attendrai pas. Au donjon, il faut que j'arrive au donjon cette nuit même. Tout à coup, la clarté factice que versait l'ampoule encastrée à la clé de voûte s'éteignit. La crypte fut plongée dans une complète obscurité. Franz voulut se relever, il n'y parvint pas, et sa pensée s'endormit ou, pour mieux dire, s'arrêta brusquement, comme l'aiguille d'une horloge dont le ressort se casse. Ce fut un sommeil étrange, ou plutôt une torpeur accablante, un absolu anéantissement de l'être qui ne provenait pas de l'apaisement de l'esprit. Combien de temps avait duré ce sommeil? Franz ne sut le constater. Lorsqu'il se réveilla, sa montre arrêtée ne lui indiquait plus l'heure, mais la crypte était baignée de nouveau d'une lumière artificielle. Franz s'éloigna hors de son lit, fit quelques pas du côté de la première porte, elle était toujours ouverte, vers la seconde porte, elle était toujours fermée. Il voulut réfléchir, et cela ne se fit pas sans peine. Si son corps était remis des fatigues de la veille, il se sentait la tête à la fois vide et pesante. Combien de temps ai-je dormi? Se demanda-t-il. Fait-il nuit? Fait-il jour? À l'intérieur de la crypte, il n'y avait rien de changé, si ce n'est que la lumière avait été rétablie. La nourriture renouvelée. Le broc rempli d'une eau claire. Quelqu'un était-il donc entré pendant que Franz était plongé dans cet accablement torpide? On savait qu'il avait atteint les profondeurs du Burg. Il se trouvait au pouvoir du baron Rodolphe de Gordes. Était-il condamné à plus avoir aucune communication avec ses semblables? Ce n'était pas admissible. Et d'ailleurs, il fuirait, puisqu'il pouvait encore le faire. Il retrouverait la galerie qui conduisait à la poterne. Il sortirait du château. Sortir.
Il se souvint alors que la poterne s'était refermée derrière lui. Eh bien, il chercherait à gagner le mur d'enceinte. Et par une des embrasures de la courtine, il essaierait de se glisser au dehors. Coûte que coûte, il fallait qu'avant 1 heure, il se fût échappé du burg. Mais la Stilla, renoncerait-il à parvenir jusqu'à elle? Partirait-il sans l'avoir arrachée à Rodolphe de Gordes? Non, ce dont il n'aurait pu venir à bout, il le ferait avec le concours des agents que Roscoe avait dû ramener de Carlsberg au village de Werst. On se précipiterait à l'assaut de la vieille enceinte, on fouillerait le berg de fond en comble. Cette résolution prise, il s'agissait de la mettre à exécution sans perdre un instant. Franz se leva et se dirigeait vers le couloir par lequel il était arrivé, lorsqu'une sorte de glissement se produisit derrière la seconde porte de la crypte. C'était certainement un bruit de pas qui se rapprochait, lentement. Franz vint placer son oreille contre le ventail de la porte, et retenant sa respiration, il écouta. Les pas semblaient se poser à intervalles réguliers, comme s'ils eussent monté d'une marche à une autre. Nul doute qu'il y eût là un second escalier, qui reliait la crypte aux cours intérieures. Pour être prêt à tout événement, Franz tira de sa gaine le couteau qu'il portait à sa ceinture, et l'emmancha solidement dans sa main. Si c'était un des serviteurs du baron de Gordes qui entrait, il se jetterait sur lui. Il lui arracherait ses clés. Il le mettrait hors d'état de le suivre. Puis, s'élançant par cette nouvelle issue, il tenterait d'atteindre le donjon. Si c'était le baron Rodolphe de Gordes, et il reconnaîtrait bien l'homme qu'il avait aperçu au moment où la Stilla tombait sur la scène de San Carlo, il le frapperait sans pitié. Cependant, les pas s'étaient arrêtés au palier qui formait le seuil extérieur. Franz, ne faisant pas un mouvement, attendait que la porte s'ouvrît. Elle ne s'ouvrit pas, et une voix d'une douceur infinie arriva jusqu'au jeune comte. C'était la voix de la Stilla, oui, mais sa voix un peu affaiblie avec toutes ses inflexions, son charme inexprimable, ses caressantes modulations, admirable instrument de cet art merveilleux qui semblait être mort avec l'artiste. Et la Stilla répétait la plaintive mélodie qui avait bercé le rêve de Franz lorsqu'il sommeillait dans la grande salle de l'auberge de Werst. Nel giardino de mille fiori, andiamo mio cuore. Ce chant pénétrait Franz jusqu'au plus profond de son âme. Il l'aspirait, il le buvait comme une liqueur divine, tandis que la Stilla semblait l'inviter à la suivre, répétant Andiamo, mio cuore, andiamo. Je pense que ça veut dire en italien suis-moi, mon cœur. Et pourtant la porte ne s'ouvrait pas pour lui livrer passage. Ne pourrait-il donc arriver jusqu'à la Stilla, la prendre entre ses bras, l'entraîner hors du burg? Stilla, ma Stilla, s'écria-t-il, et il se jeta sur la porte qui résista à ses effets. Déjà le chant semblait s'affaiblir, la voix s'éteindre, les pas s'éloigner. Franz, agenouillé, cherchait à ébranler les haies, se déchirant les mains aux ferrures, appelait toujours la Stilla, dont la voix ne s'entendait presque plus. C'est alors qu'une effroyable pensée lui traversa l'esprit comme un éclair. Folle, s'écria-t-il, elle est folle, puisqu'elle ne m'a pas reconnu, puisqu'elle ne m'a pas répondu. Depuis 5 ans, enfermée ici, au pouvoir de cet homme, ma pauvre Stilla, sa raison s'est égarée. Alors il se releva, les yeux hagards, les gestes désordonnés, la tête en feu. Moi aussi, je sens que ma raison s'égare, répétait-il. Je sens que je vais devenir fou, fou comme elle. Il allait et venait à travers la crypte, avec les bonds d'un fauve dans sa cage. Non, répéta-t-il, non, il ne faut pas que ma tête se perde. Il faut que je sorte du burg, j'en sortirai. Et il s'élança vers la première porte. Elle venait de se fermer sans bruit. Franz ne s'en était pas aperçu, pendant qu'il écoutait la voix de la Stilla. Après avoir été emprisonné dans l'enceinte du burg, il était maintenant emprisonné dans la crypte. Ça va mal. Fin du chapitre. Fin du chapitre. Donc, en voulant rentrer dans le château pour libérer sa bien-aimée, le voilà à son tour enfermé dans le château. Excellente lecture, merci Z-Teacher 1, 2, 3, 4. Chapitre 14. Franz était atterré.
Ainsi qu'il avait pu le craindre, la faculté de réfléchir, la compréhension des choses, l'intelligence nécessaire pour en déduire les conséquences lui échappaient peu à peu. Le seul sentiment qui persistait en lui, c'était le souvenir de la Stilla. C'était l'impression de ce chant que les échos de cette sombre crypte ne lui renvoyaient plus. Salut Mira Mira. Avait-il donc été le jouet d'une illusion? Non, 1000 fois non. C'était bien la Stilla qu'il avait entendue tout à l'heure, et c'était bien elle qu'il avait vue sur le bastion du château. Alors cette pensée le reprit. Cette pensée qu'elle était privée de raison, et ce coup horrible le frappa comme s'il venait de le perdre une seconde fois. Folle, se répéta-t-il. Oui, folle, puisqu'elle ne m'a pas reconnu ma voix, puisqu'elle n'a pas pu répondre. Folle, folle. Et cela n'était que trop vraisemblable. Ah, s'il pouvait l'arracher de ce burg, l'entraîner au château de Krajowa, se consacrer tout entier à elle, ses soins, son amour sauraient bien lui rendre la raison. Voilà ce que disait Franz, en proie à un effrayant délire. Et plusieurs heures s'écoulèrent avant qu'il eût repris possession de lui-même. Il essaya alors de raisonner froidement, de se reconnaître dans le chaos de ses pensées. Il faut m'enfuir d'ici, se dit-il. Comment? Dès qu'on rouvrira cette porte? Oui. C'est pendant mon sommeil que l'on vient renouveler ses provisions. J'attendrai, je feindrai de dormir. Un soupçon lui vint alors. C'est que l'eau du broc devait renfermer quelque substance soporifique. S'il avait été plongé dans ce lourd sommeil, dans ce complet anéantissement dont la durée lui échappait, c'était pour avoir bu de cette eau. Eh bien, il n'en boirait plus. Il ne toucherait même pas aux aliments qui avaient été déposés sur cette table. Un des gens du burg ne tarderait pas à entrer. Et bientôt, qu'en savait-il? En ce moment, le soleil montait-il vers le zénith ou s'abaissait-il sur l'horizon? Faisait-il jour ou nuit? Aussi, Franz cherchait-il à surprendre le bruit d'un pas qui se fût approché de l'une ou de l'autre porte. Mais aucun bruit n'arrivant jusqu'à lui, il rampait le long des murs de la crypte, la tête brûlante, l'œil égaré, l'oreille bourdonnante, la respiration haletante, sous l'oppression d'une atmosphère alourdie qui se renouvelait à peine à travers le joint des portes. Soudain, à l'angle de l'un des piliers de droite, il sentit un souffle plus frais arriver à ses lèvres. En cet endroit, existait-il donc une ouverture par laquelle pénétrait un peu de l'air du dehors? Oui, il y avait un passage qu'on ne soupçonnait pas sous l'ombre du pilier. Se glisser entre les deux parois, se diriger vers une assez vague clarté qui semblait venir d'en haut, c'est ce que le jeune comte eût fait en un instant. Là s'arrondissait une petite cour, large de 5 à 6 pas, dont les murailles s'élevaient d'une centaine de pieds. On eût dit le fond d'un puits qui servait de préau à cette cellule souterraine, et par lequel tombait un peu d'air et de clarté. Franz put s'assurer qu'il faisait jour encore. À l'orifice supérieur de ce puits se dessinait un angle de lumière oblique au niveau de la margielle. Le soleil avait accompli au moins la moitié de sa course diurne, car cet angle lumineux tendait à se rétrécir. Il devait être environ 5 heures du soir. De là, cette conséquence, c'est que le sommeil de Franz se serait prolongé pendant au moins 40 heures et il ne douta pas qu'il n'eût été provoqué par une boisson soporifique. Or, comme le jeune comte et Roscoe avaient quitté le village de Werst l'avant-veille, 11 juin, c'était la journée du 13 qui allait s'achever. Ça, c'est marrant. Ils sont arrivés au 13 juin dans le livre. Et nous, on est le 12 juin. À un jour près. Super, merci Triomphe. Si humide que fût l'air au fond de cette cour, Franz l'aspira à plein poumon et se sentit un peu soulagé. Mais s'il avait espéré qu'une évasion serait possible par ce long tube de pierre, il fut vite détrompé. Tenter de s'élever le long de ces parois qui ne présentaient aucune saillie était impraticable. Franz revint à l'intérieur de la crypte, puisqu'il ne pouvait s'enfuir que par l'une des deux portes. Il voulut se rendre compte de l'état dans lequel elle se trouvait. La première porte, par laquelle il était arrivé, était très solide, très épaisse, et devait être maintenue extérieurement par des verrous engagés dans une gâche de fer. Donc inutile d'essayer d'en forcer les vantaux. La seconde porte, derrière laquelle s'était fait entendre la voix de la Stilla, semblait moins bien conservée. Les planches étaient pourries par endroits.
Peut-être ne serait-il pas trop difficile de se frayer un passage de ce côté. Oui, c'est par là, se dit Franz, qui avait repris son sang-froid. Mais il n'y avait pas de temps à perdre, car il était probable que quelqu'un entrerait dans la crypte dès qu'on le supposerait endormi sous l'influence de la boisson somnifère. Le travail marcha plus vite qu'il n'aurait pu l'espérer, la moisissure ayant rongé le bois autour de l'armature métallique qui retenait les verrous contre l'embrasure. Avec son couteau, Franz parvint à en détacher la partie circulaire, opérant presque sans bruit, s'arrêtant parfois, prêtant l'oreille, s'assurant qu'il n'entendait rien au dehors. 3 heures après, les verrous étaient dégagés, et la porte s'ouvrait en grinçant sur ses gonds. Franz regagna alors la petite cour afin de respirer un air moins étouffant. Salut Diane. Diane Arc-en-Ciel. En ce moment, l'angle lumineux ne se découpait plus à l'orifice du puits, preuve que le soleil était déjà descendu au-dessous, du Retiesa. La cour se trouvait plongée dans une obscurité profonde. Quelques étoiles brillaient à l'ovale de la margelle, comme si on les eût regardées par le tube d'un long télescope. Coucou. De petits nuages s'en allaient lentement au souffle intermittent de ces brises qui mollissent avec la nuit. Certaines teintes de l'atmosphère indiquaient ainsi que la lune, à demi pleine encore, avait dépassé l'horizon des montagnes de l'Est. Il devait être à peu près 9 heures du soir. Salut mon cher ami, Julianski. Franz rentra pour prendre un peu de nourriture et se désaltérer à l'eau de la vasque, ayant d'abord renversé celle du broc. Puis, fixant son couteau à sa ceinture, il franchit la porte qu'il repoussa derrière lui. Et peut-être, maintenant, allait-il rencontrer l'infortuné Stilla, errant à travers ces galeries souterraines. À cette pensée, son cœur battait à se rompre. Dès qu'il eut fait quelques pas, il heurta une marche, ainsi qu'il l'avait pensé. Là commençait un escalier dont il compta les degrés en le montant. 60 seulement, au lieu des 77 qu'il avait dû descendre pour arriver au seuil de la crypte. Il s'en fallait donc de quelques 8 pieds qu'il fût revenu au niveau du sol. N'imaginant rien de mieux d'ailleurs que de suivre l'obscur corridor dont ses 2 mains étendues frôlaient les parois, il continua d'avancer. Une demi-heure s'écoula sans qu'il eût été arrêté ni par une porte ni par une grille. Mais de nombreux coudes l'avaient empêché de reconnaître sa direction par rapport à la courtine qui faisait face au plateau d'organe. Après une halte de quelques minutes, pendant lesquelles il reprit haleine, Franz se remit en marche et il semblait que ce corridor fût interminable quand un obstacle l'arrêta. C'était la paroi d'un mur de briques. Et tâtant à diverses hauteurs, sa main ne rencontra pas la moindre ouverture. Il n'y avait aucune issue de ce côté. Franz ne put retenir un cri. Tout ce qu'il avait conçu d'espoir se brisait contre cet obstacle. Ses genoux fléchirent, ses jambes se dérobèrent. Il tomba le long de la muraille. Mais au niveau du sol, la paroi présentait une étroite crevasse dont les briques disjointes adhéraient à peine et s'ébranlaient sous ses doigts. « Par là, oui, par là !» s'écria Franz. Et il commençait à enlever les briques une à une, lorsqu'un bruit se fit entendre de l'autre côté. Franz s'arrêta. Le bruit n'avait pas cessé, et en même temps, un rayon de lumière arrivait à travers la crevasse. Franz regarda. Là était la vieille chapelle du château. À quel lamentable état de délabrement le temps et l'abandon l'avaient réduite. Une voûte à demi effondrée, dont quelques nervures se raccordaient encore sur des piliers gibbeux, 2 ou 3 arceaux de style ogival menaçant ruine, un fenestrage disloqué où se dessinaient de frêles meneaux du gothique flamboyant. Ça et là, un marbre poussiéreux sous lequel dormait quelque ancêtre de la famille de Gorz. Au fond du chevet, un fragment d'autel dont le retable montrait des sculptures égratignées, puis un reste de la toiture coiffant le dessus de l'abside, qui avait été épargné par les rafales, et enfin, au faîte du portail, le campanile branlant, d'où pendait une corde jusqu'à terre. La corde de cette cloche qui tintait quelquefois à l'inexprimable épouvante des gens de Werst, attardés sur la route du col. Dans cette chapelle, déserte depuis si longtemps, ouverte aux intempéries du climat des Carpates, un homme venait d'entrer, tenant à la main un fanal dont la clarté mettait sa face en pleine lumière.
Franz reconnut aussitôt cet homme. C'était Orphanik, cet excentrique dont le baron faisait son unique société pendant son séjour dans les grandes villes italiennes. Cet original que l'on voyait passer à travers les rues, gesticulant et se parlant à lui-même. Ce savant incompris, cet inventeur toujours à la poursuite de quelque chimère et qui mettait certainement ses inventions au service de Rodolphe de Gortz. Si donc Franz avait pu conserver jusque-là quelques doutes sur la présence du baron au château des Carpates, même après l'apparition de la Stilla, ce doute se fut changé en certitude, puisque Orphanik était là devant ses yeux. Qu'avait-il à faire dans cette chapelle en ruine à cette heure avancée de la nuit? Franz essaya de s'en rendre compte, et voici ce qu'il vit assez distinctement. Orphanik, courbé vers le sol, venait de soulever plusieurs cylindres de fer auxquels il attachait un fil qui se déroulait d'une bobine déposée dans un coin de la chapelle. Et telle était l'attention qu'il apportait à ce travail qu'il n'eût pas même aperçu le jeune comte, et celui-ci avait été à même de s'approcher. Merci pour les gemmes, Diane. Ah, pourquoi la crevasse que Franz avait entrepris d'élargir n'était-elle pas suffisante pour lui livrer passage? Il serait entré dans la chapelle, il se serait précipité sur Orphanik, il l'aurait obligé à le conduire au donjon. Bonne soirée, Diane. Merci. Mais peut-être était-il heureux qu'il fût hors d'état de le faire, car en cas que sa tentative eût échoué, le baron de Gortz lui aurait fait payer de sa vie les secrets qu'il venait de découvrir. Quelques minutes après l'arrivée de Orphanik, un autre homme pénétra dans la chapelle. C'était le baron Rodolphe de Gortz. L'inoubliable physionomie de ce personnage n'avait pas changé. Il ne semblait même pas avoir vieilli, avec sa figure pâle et longue que le fanal éclairait de bas en haut. Ses longs cheveux grisonnants rejetés en arrière, son regard étincelant jusqu'au fond de ses noires orbites. Rodolphe de Gortz s'approcha pour examiner le travail dont s'occupait Orphanik. Et voici les propos qui furent échangés, d'une voix brève, entre ces deux hommes. Fin du chapitre. Allez, je lis un troisième chapitre, et ce sera fini pour ce soir. Chapitre 15. Le raccordement de la chapelle est-il fini, Orphanik? Je viens de l'achever. Tout est préparé dans les casemates des bastions? Tout. Maintenant, les bastions et la chapelle sont directement reliés au donjon? Ils le sont. Et après que l'appareil aura lancé le courant, nous aurons le temps de nous enfuir? Nous l'aurons. A-t-on vérifié si le tunnel qui débouche sur le col de Vulcan était libre? Il l'est. Il y eut alors quelques instants de silence, tandis que Orphanik, ayant repris son fanal, en projetait la clarté à travers les profondeurs de la chapelle. Ah, mon vieux Berg, s'écria le baron, tu coûteras cher à ceux qui tenteront de forcer ton enceinte. Et Rodolphe de Gortz prononça ces mots d'un ton qui fit frémir le jeune comte. Vous avez entendu ce qui se disait à Werst demanda-t-il à Orphanik. Il y a 50 minutes, le fil m'a rapporté les propos que l'on tenait dans l'auberge du roi Mathias. Est-ce que l'attaque est pour cette nuit? Non, elle ne doit avoir lieu qu'au lever du jour. Depuis quand ce Rotzko est-il revenu à Werst? Depuis 2 heures avec les agents de la police qui l'a ramené à Karlsberg. Eh bien, puisque le château ne peut plus se défendre, répéta le baron de Gortz, du moins écrasera-t-il sous ses débris ce Franz de Télek et tous ceux qui lui viendront en aide. Puis, au bout de quelques moments, et ce fil Orphanik, reprit-il, il ne faut pas que l'on puisse jamais savoir qu'il établissait une communication entre le château et le village de Werst. On ne le saura pas, je détruirai ce fil. À notre avis, l'heure est venue de donner l'explication de certains phénomènes qui se sont produits au cours de ce récit et dont l'origine ne devrait pas tarder à être révélée. À cette époque, nous ferons très particulièrement remarquer que cette histoire s'est déroulée dans l'une des dernières années du XIXe siècle. L'emploi de l'électricité, qui est à juste titre considérée comme l'âme de l'univers, avait été poussé au dernier perfectionnement. L'illustre Edison et ses disciples avaient parachevé leur œuvre. Entre autres appareils électriques, le téléphone fonctionnait alors avec une précision si merveilleuse que les sons recueillis par les plaques arrivaient librement à l'oreille, sans l'aide de cornets. Ce qui se disait, ce qui se chantait, ce qui se murmurait même,
on pouvait l'entendre, quelle que fût la distance. Et deux personnes, séparées par des milliers de lieues, causaient entre elles, comme si elles eussent été assises en face l'une de l'autre. Ce sont les débuts du téléphone. Ça explique pourquoi on entendait des voix dans le village. Elles venaient en fait du château, par cet ancêtre du téléphone. Depuis bien des années déjà, Orphanik, l'inséparable du baron Rodolphe de Gortz, était, en ce qui concerne l'utilisation pratique de l'électricité, un inventeur de premier ordre. Mais, on le sait, ces admirables découvertes n'avaient pas été accueillies comme elles le méritaient. Le monde savant n'avait voulu voir en lui qu'un fou au lieu d'un homme de génie dans son art. De là cette implacable haine que l'inventeur éconduit et rebuté avait vouée à ses semblables. Ce fut en ces conditions que le baron de Gortz rencontra Orphanik. Talonné par la misère, il encouragea ses travaux, il lui ouvrit sa bourse, et finalement il se l'attacha à la condition toutefois que le savant lui réserverait le bénéfice de ses inventions, et qu'il serait seul à en profiter. Au total, ces deux personnages originaux et maniaques, chacun à sa façon, étaient bien de nature à s'entendre. Aussi depuis leur rencontre ne se séparèrent-ils plus, pas même lorsque le baron de Gordes suivait la Stilla à travers toutes les villes de l'Italie. Mais tandis que le mélomane s'enivrait du chant de l'incomparable artiste, Orphanik ne s'occupait que de compléter les découvertes qui avaient été faites par les électriciens pendant ces dernières années, à perfectionner leurs applications, à en tirer les plus extraordinaires effets. Salut, Roumessargues. Après les incidents qui terminèrent la campagne dramatique de la Stilla, le baron de Gordes disparut sans que l'on pût savoir ce qu'il était devenu. Or, en quittant Naples, c'était au château des Carpates qu'il était allé se réfugier, accompagné de Orphanik, très satisfait de s'y enfermer avec lui. Lorsqu'il eut pris la résolution d'enfouir son existence entre les murs de ce vieux burg, l'intention du baron de Gordes était qu'aucun habitant du pays ne pût soupçonner son retour et que personne ne fût tenté de lui rendre visite. Il va sans dire que Orphanik et lui avaient le moyen d'assurer très suffisamment la vie matérielle dans le château. En effet, il existait une communication secrète avec la route du col de Vulcan. Et c'est par cette route qu'un homme sûr, un ancien serviteur du baron, que nul ne connaissait, introduisait à date fixe tout ce qui était nécessaire à l'existence du baron Rodolphe et de son compagnon. En réalité, ce qui restait du burg, et notamment le donjon central, était moins délabré qu'on ne le croyait, et même plus habitable que ne l'exigeaient les besoins de ses hôtes. Ainsi, aussi, pourvu de tout ce qu'il fallait pour ses expériences, Orphanik put-il s'occuper de ces prodigieux travaux dont la physique et la chimie lui fournissaient les éléments. Et alors l'idée lui vint de les utiliser en vue d'éloigner les importuns. Le baron de Gordes accueillit la proposition avec empressement, et Orphanik installa une machinerie spéciale destinée à épouvanter le pays en produisant des phénomènes qui ne pouvaient être attribués qu'à une intervention diabolique. Mais, en premier lieu, il importait au baron de Gordes d'être tenu au courant de ce qui se disait au village le plus rapproché. Y avait-il donc un moyen d'entendre causer les gens sans qu'ils puissent s'en douter? Oui, si l'on réussissait à établir une communication téléphonique entre le château et cette grande salle de l'auberge du roi Mathias, où les notables de Werst avaient l'habitude de se réunir chaque soir. C'est ce que Orphanik effectua, non moins adroitement que secrètement, dans les conditions les plus simples. Un fil de cuivre, revêtu de sa gaine isolante, et dont un bout remontait au premier étage du donjon, fut déroulé sous les eaux du Niad jusqu'au village de Werst. Ce premier travail accompli, Orphanik se donnant pour un touriste, vint passer une nuit au roi Mathias, afin de raccorder ce fil à la grande salle de l'auberge. On le comprend, il ne lui fut pas difficile d'en ramener l'extrémité plongée dans le lit du torrent, à la hauteur de cette fenêtre de la façade postérieure qui ne s'ouvrait jamais. Puis, ayant placé un appareil téléphonique que cachait l'épais fouillis du feuillage, il y rattacha le fil. Or, cet appareil étant merveilleusement disposé pour émettre comme pour recueillir les sons, il s'ensuivit que le baron de Gordes pouvait entendre tout ce qui se disait au roi Mathias et faire entendre aussi tout ce qui lui convenait. Durant les premières années, la tranquillité du burg ne fut aucunement troublée.
La mauvaise réputation dont il jouissait suffisait à en écarter les habitants de Werst. D'ailleurs, on le savait abandonné depuis la mort des derniers serviteurs de la famille. Mais un jour, à l'époque où commence ce récit, la lunette du berger Frick permit d'apercevoir une fumée qui s'échappait de l'une des cheminées du donjon. À partir de ce moment, les commentaires reprirent de plus belle, et l'on sait ce qui en résulta. C'est alors que la communication téléphonique fut utile, puisque le baron de Gortz et Orphanik purent être tenus au courant de tout ce qui se passait à Werth. C'est par le fil qu'ils connurent l'engagement qu'avait pris Nick Deck de se rendre au Burg, et c'est par le fil qu'une voix menaçante se fit soudain entendre dans la salle du roi Mathias pour l'en détourner. Dès lors, le jeune forestier ayant persisté dans sa résolution malgré cette menace, le baron de Gortz décida-t-il de lui infliger une telle leçon qu'il perdit l'envie d'y jamais revenir. Cette nuit-là, la machinerie de Orphanik, qui était toujours prête à fonctionner, produisit une série de phénomènes purement physiques, de nature à jeter l'épouvante sur le pays environnant. Cloches tintant au campanile de la chapelle, projection d'intenses flammes, mélangées de sel marin, qui donnaient à tous les objets une apparence spectrale. Formidable sirène d'où l'air comprimé s'échappait en mugissements épouvantables. Silhouettes photographiques de monstres projetés au moyen de puissants réflecteurs. Plaques disposées entre les herbes du fossé de l'enceinte et mises en communication avec des piles dont le courant avait saisi le docteur par ses bottes ferrées. Enfin, des charges électriques lancées des batteries du laboratoire et qui avaient renversé le forestier au moment où sa main se posait sur la ferrure du pont-levis. Donc là, on comprend tous les phénomènes qu'on pensait inexpliqués. C'était en fait des inventions de Orphanik avec de l'électricité. Ainsi que le baron de Gordes le pensait, d'après l'apparition de ces inexplicables prodiges, après la tentative de Nick Deck qui avait si mal tourné, la terreur fut au comble, et ni pour or ni pour argent, personne n'eût voulu s'approcher, même à 2 bons milles, de ce château des Carpates, évidemment hanté par des êtres surnaturels. Rodolphe de Gortz devait donc se croire à l'abri de toute curiosité importune lorsque Franz de Télek arriva au village de Werst. Tandis qu'il interrogeait soit Jonas, soit maître Koltz et les autres, sa présence à l'auberge du roi Mathias fut aussitôt signalée par le fil du Niad. La haine du baron de Gortz pour le jeune comte se ralluma avec le souvenir des événements qui s'étaient passés à Naples. Et non seulement Franz de Télek était dans ce village, à quelques milles du Burg, mais voilà que devant les notables, il raillait leurs absurdes superstitions. Il démolissait cette réputation fantastique qui protégeait le château des Carpates. Il s'engageait même à prévenir les autorités de Karlsburg afin que la police vînt mettre à néant toutes ces légendes. C'est étonnant comme le hasard a réuni ces deux personnages dans le même château. Aussi le baron de Gortz résolut-il d'attirer Franz de Télek dans le Burg, et l'on sait par quels divers moyens il y était parvenu. La voix de la Stilla, envoyée à l'auberge du roi Mathias par l'appareil téléphonique, avait provoqué le jeune comte à se détourner de sa route pour s'approcher du château. L'apparition de la cantatrice sur le terre-plein du bastion lui avait donné l'irrésistible désir d'y pénétrer. Une lumière, montrée à une des fenêtres du donjon, l'avait guidé vers la poterne qui était ouverte pour lui donner passage. Au fond de cette crypte, éclairée électriquement, de laquelle il avait encore entendu cette voix si pénétrante entre les murs de cette cellule, où des aliments lui étaient apportés alors qu'il dormait d'un sommeil léthargique, dans cette prison enfouie sous les profondeurs du Burg, et dont la porte s'était refermée sur lui, Franz de Télek était au pouvoir du baron de Gortz, et le baron de Gortz comptait bien qu'il n'en pourrait jamais sortir. Bonsoir, Mima Coca. Tels étaient les résultats obtenus par cette collaboration mystérieuse de Rodolphe de Gortz et de son complice Orphanik. Mais à son extrême dépit, le baron savait que l'éveil avait été donné par Rotzko, qui, n'ayant point suivi son maître à l'intérieur du château, avait prévenu les autorités de Karlsberg. Une escouade d'agents était arrivée au village de Werst, et le baron de Gortz allait avoir affaire à trop forte partie. En effet, comment Orphanik et lui parviendraient-ils à se défendre contre une troupe nombreuse? Les moyens employés contre Nick Deck et le docteur Patak seraient insuffisants, car la police ne croit guère aux interventions diaboliques.
Aussi, tous deux s'étaient-ils déterminés à détruire le burg de fond en comble. Ils n'attendaient plus que le moment d'agir. Un courant électrique était préparé pour mettre le feu aux charges de dynamite qui avaient été enterrées sous le donjon. Les bastions, la vieille chapelle et l'appareil destiné à lancer ce courant devaient laisser au baron de Gorz et à son complice le temps de fuir par le tunnel du col de Vulcan. Puis, après l'explosion dont le jeune comte et nombre de ceux qui auraient escaladé l'enceinte du château seraient les victimes, tous deux s'enfuiraient si loin que jamais on ne retrouverait leurs traces. Donc ils ont l'intention de faire exploser le château à la dynamite avec leurs prisonniers à l'intérieur. Ce qu'il venait d'entendre de cette conversation avait donné à Franz l'explication des phénomènes du passé. Il savait maintenant qu'une communication téléphonique existait entre le château des Carpates et le village de Werst. Il n'ignorait pas non plus que le burg allait être anéanti dans une catastrophe qui lui coûterait la vie et serait fatale aux agents de la police amenés par Rotzko. Il savait enfin que le baron de Gortz et Orphanik auraient le temps de fuir en entraînant la Stilla inconsciente. Ah, pourquoi Franz ne pouvait-il forcer l'entrée de la chapelle, se jeter sur ces deux hommes? Il les aurait terrassés, il les aurait frappés, il les aurait mis hors d'état de nuire. Il aurait pu empêcher l'effroyable ruine. Mais ce qui était impossible en ce moment ne le serait peut-être pas après le départ du baron. Lorsque tous deux auraient quitté la chapelle, Franz se jetant sur leurs traces les poursuivrait jusqu'au donjon, et, Dieu aidant, il ferait justice. Le baron de Gortz et Orphanik était déjà au fond du chevet. Franz ne les perdait pas du regard. Par quelle issue allait-il sortir? Serait-ce une porte donnant sur l'une des cours de l'enceinte? Ou quelques couloirs intérieurs qui devaient raccorder la chapelle avec le donjon? Car il semblait que toutes les constructions du burg communiquaient entre elles. Peu importait si le jeune comte ne rencontrait pas un obstacle qu'il ne pourrait franchir. En ce moment, quelques paroles furent encore échangées entre le baron de Gortz et Orphanik. Il n'y a plus rien à faire ici? Rien. Alors séparons-nous. Votre intention est toujours que je vous laisse seul dans le château? Oui, Orphanik, et partez à l'instant par le tunnel du col de Vulcan. Mais vous, je ne quitterai le burg qu'au dernier instant. Il est bien convenu que c'est à Bistritz que je dois aller vous attendre? À Bistritz. Restez donc, baron Rodolphe, et restez seul, puisque c'est votre volonté. Oui, car je veux l'entendre. Je veux l'entendre encore une fois pendant cette dernière nuit que j'aurai passée au château des Carpates. Quelques instants encore, et le baron de Gortz avec Orphanik avait quitté la chapelle. Bien que le nom de Stilla n'eût pas été prononcé dans cette conversation, Franz l'avait bien compris. C'était d'elle que venait de parler Rodolphe de Gortz. Fin du chapitre. On n'est pas vraiment sûr que la Stilla est dans le château. On ne l'a pas vue vraiment, on a cru la voir. Et bien voilà, c'est la fin du live. Merci aux 4 personnes encore présentes. 3 personnes. Eh bien, merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. L'Epzerlinilopsie. Coucou à toi. Allez, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à je ne sais pas quand. Un soir, la semaine prochaine. On continuera la lecture. J'ai aimé, merci à toi. Merci d'avoir écouté. Merci, merci. Allez, ciao tout le monde. Bisous. Dormez bien. Au revoir.